tous, bienvenue dans le 23h au sommaire de l'actualité. Dans ce jour, nous parlerons de financement dans le domaine de l'agriculture. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole après 20 ans de vie, dresse son bilan. Et pour l'occasion, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani annonce que plus de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés durant cette période au profit des 25 filières agricoles cotisantes. Un autre chiffre tout aussi important, 50 milliards de francs CFA, c'est l'économie enregistrée par l'administration ivoirienne après l'utilisation du numérique au quotidien dans l'exécution des tâches. Des chiffres peuvent renforcer l'État de Côte d'Ivoire à travers la formation. La France passe en alerte urgence attentat. À la raison, un enseignant de lettres a été tué ce vendredi au couteau à Arras, une cité scolaire. 2 autres personnes ont été gravement blessées. Cette tragédie suscite des inquiétudes sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas. Merci d'être avec nous. Nous vous le disons en titre, 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit de 25 filières agricoles cotisantes. Ces informations ont été rendues publiques par Kobena Kwasi Adjoumani pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. L'heure est à présent à l'inclusion financière des acteurs du terrain. Lansine Bakayoko. Les challenges actuels portent sur la mobilisation des ressources suffisantes pour répondre aux besoins de financement des filières de production alimentaires non cotisantes. Il faut dire que le FIRCA a tout fait pour le secteur qualité. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir des chevrolleurs, des moulins. Il s'agit désormais de transférer des innovations agricoles adéquates auprès des producteurs afin d'augmenter leur productivité, améliorer leurs revenus et réduire la pénibilité du travail. L'enjeu étant de mettre l'emphase sur le positionnement stratégique pour plus d'efficacité dans l'accompagnement de la transformation structurelle des chaînes de valeur agricoles et de promotion de l'agro-entrepreneuriat. Ces financements ainsi mobilisés ont permis d'assurer la fourniture des services relatifs au programme de recherche appliquée, de conseil agricole et de renforcement des capacités des OPA. En mettant en place le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le gouvernement a voulu donner une réponse à la récurrente problématique de financement des filières de production végétale, forestière, animale et halieutique. 2 décennies plus tard, les résultats de la mobilisation des ressources en ligne avec cet objectif sont encourageants. De 2004 à ce jour, près de 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès des filières agricoles de l'État et des partenaires au développement. Plus de 1000 projets ont été exécutés au profit de 25 filières agricoles. Les autres défis à venir portent sur la promotion de l'inclusion financière des acteurs agricoles, ainsi que sur la recherche-développement via la promotion de l'assurance indiciaire et la sécurisation des revenus. Un autre sujet à présent, le programme de développement numérique et de la digitalisation fait la promotion des atouts de l'utilisation du numérique au quotidien. Son usage a permis à l'administration ivoirienne d'économiser 50 milliards de francs CFA cette année. Et pour renforcer les acquis et étendre le champ d'action de ce programme, des directeurs du système d'information ont participé aujourd'hui à un atelier de formation dans la commune du Plateau. Le compte-rendu de Marina Manzan et Walter Amadou Ouattara. Le Comité national de digitalisation, depuis sa création le 26 septembre 2022, prône une administration zéro papier d'ici 2030. Pour y parvenir, les atouts de la digitalisation sont présentés au directeur des systèmes d'information DSI. On attend d'eux déjà une grande implication. L'avantage aujourd'hui est de pouvoir suivre une feuille de route coordonnée à travers la stratégie qui a été établie jusqu'à l'horizon 2025, de pouvoir faire une économie des ressources. Ils sont plus d'une cinquantaine, ces DSI, des entités gouvernementales qui voient leur capacité renforcée à travers la présente session. Au ministère des Sports, on n'a plus besoin de se déplacer pour venir prendre une attestation ou une autorisation de sortie du territoire. On peut le faire de chez soi. On a accès quasi permanemment aux informations. Pour quelqu'un qui veut savoir combien de médailles
on a eu dans le deuxième trimestre ou le troisième trimestre de l'année. Il suffit d'aller sur ce système intelligent-là qui va générer ces informations fiables, protégées aux usagers. Promouvoir les engagements pour la transformation digitale de la fonction publique constitue une priorité pour le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Pour que ces plans se concrétisent et que la transformation numérique devienne une réalité, il est important que les ressources humaines chargées de les mettre en œuvre travaillent en étroite collaboration. Les directeurs des systèmes d'information qui sont en première ligne doivent être mobilisés, sensibilisés et même formés quand cela est nécessaire. En fin 2023, l'opérationnalisation de la digitalisation va permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 50 milliards de francs CFA, selon le directeur des systèmes d'information du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Des partenariats sont en projet en vue d'assurer une transformation fluide vers une administration entièrement numérisée, efficiente et résiliente au service des citoyens. Parlons diplomatie, fin des travaux de la 4e session des négociations intergouvernementales ivoiro-allemandes. Ouvert hier jeudi 12 octobre, ces assises ont été clôturées ce vendredi 13 octobre 2023. Les échanges se sont déroulés à la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Une occasion pour la tutelle de présenter des projets en vue d'un développement. Angela Diallo. Une forte délégation allemande présente sur le sol ivoirien. Elle participe à la 4e session de négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale de l'Allemagne. Cette session de négociations nous permettra de procéder à l'examen de l'état de notre coopération et d'envisager de nouveaux axes de coopération. Sur la table, l'examen de plusieurs dossiers, parmi les sujets clés, l'énergie, l'environnement et l'agriculture. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne partagent vraiment la même opinion sur des questions mondiales cruciales. L'Allemagne intensifiera son appui à la Côte d'Ivoire dans l'optique aussi d'étendre le réseau et les énergies renouvelables, ainsi que de développer le marché et promouvoir l'emploi. Une opportunité pour les experts ivoiriens de présenter les attentes et les ambitions du gouvernement dans le cadre de la recherche de financement pour la réalisation des projets liés au PND 2021-2025. La coopération ivoiro-allemande impacte de façon significative le quotidien de nos populations et aussi qui se veut une réponse, une contribution directe à des défis majeurs dans nos sociétés, qui sont l'accès aux ressources énergétiques, la formation, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ces 2 journées de travaux ont été sanctionnées par l'adoption et la signature des procès-verbaux et le renouvellement de l'accord de coopération au développement entre les 2 pays. Le modèle ivoirien en matière de protection sociale inspire la RDC. Une délégation congolaise de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et en terre ivoirienne. Plusieurs séances de travail à la CEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État dans la commune du Plateau, ont meublé leur séjour. Les détails avec Serge Coléa. Le dispositif de gouvernance des régimes gérés par l'IPS CEGRAE fait école. L'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, est l'objet d'attention et fait office de modèle réussi auprès des institutions de prévoyance sociale sœurs. C'est le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de la RDC, la République démocratique du Congo, venue s'imprégner du régime des hautes personnalités. En République démocratique du Congo, ce régime n'existait pas encore. Nous avons reçu des instructions de son Excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, autorité des tutelles de la CENSAP, instruit par M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, pour l'insertion dans la loi portant régime spécial de sécurité sociale de ces régimes de hautes personnalités. La Côte d'Ivoire dispose d'un système de retraite dédié aux personnalités de haut rang. La RDC souhaite copier cet exemple. Le système de pension publique en Côte d'Ivoire offre
à toutes les personnalités de Côte d'Ivoire un minimum vieillesse qui leur permet de maintenir leur niveau de vie au regard des hautes fonctions qu'ils ont occupées. Ce régime existe depuis 1997. Il prend en compte la dimension que les personnes qui occupent des fonctions importantes dans ce pays-là ont besoin aussi d'être couvertes pour leur apporter le bien-être dans la seconde étape de la vie, qui est une étape importante qui est la retraite. Et cette convention de partenariat consacre une des visions du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui veut qu'on développe des relations sud-sud avec les pays africains frères. En mai 2023, à l'occasion du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique tenu à Abidjan, une convention a été signée entre les deux institutions de prévoyance sociale. Le cancer du sein n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire. Un message que doivent désormais intégrer et mettre en exergue les acteurs des médias. Ils ont été appelés à dédramatiser les informations sur le cancer du sein lors de la 7e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. C'était ce vendredi 13 octobre à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Khalil Diomandé. En novembre 2022, j'ai subi l'ablation du sein droit et j'ai réussi à me remettre en marche. Le médecin qui me suit est très content parce que j'ai de très bons résultats. Tout va très bien. Un témoignage, puis un sourire. Nyamba est la preuve éloquente que le cancer du sein n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire. C'est ce message d'espoir que porte l'ONG Ecomédia pour la 7e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les journalistes exhortés à dédramatiser le traitement des informations liées à cette pathologie. Le cancer du sein ne doit plus faire peur. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons les ressources humaines et les infrastructures pour prendre en charge complètement le cancer sans qu'on puisse évacuer les malades à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, les patients peuvent avoir accès gratuitement à certains médicaments contre le cancer. Le cancer du sein, on n'en meurt pas, on meurt plutôt du cancer de l'ignorance. Nous pensons que dédramatiser la maladie est un préalable fondamental. Dédramatiser, mais surtout multiplier les productions journalistiques axées sur la sensibilisation contre le cancer du sein. Nous avons fait le monitoring de 16 médias en ligne sur 1 an et demi. Aucun de ces médias n'a traité sur la période indiquée de questions liées donc à la lutte contre le cancer du sein. Les médias que nous sommes, nous devrons jouer vraiment notre partition. De janvier 2018 au 31 mars 2022, 1179 cas de cancer du sein ont été pris en charge au CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Plusieurs patientes ont bénéficié des soins, bien que n'ayant pas le montant requis pour leur traitement. Le coût global de leur facture, subventionné par l'État du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022, s'élevait à plus de 2 milliards de francs CFA. Toujours dans le domaine de la sensibilisation, les femmes et les jeunes au cœur de la 6e édition du Forum Galena Africa. Ils ont eu droit à un panel pour comprendre leur rôle dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Selon les initiateurs, la mobilisation de cette frange de la population s'impose pour freiner ces maladies. Mamadou Kwasi. Les maladies non transmissibles continuent de décimer le continent africain. Si rien n'est fait dans les 5 prochaines années, le nombre de décès liés seulement à l'hypertension artérielle passerait à 200 millions annuellement, dont plus de 110% en Afrique. Il faut donc agir. Les jeunes et les femmes veulent jouer donc les premiers rôles. À Dakar, ils étaient nombreux à marquer leur détermination à freiner l'évolution de ces maladies non transmissibles. Et vraiment, la médecine traditionnelle et la médecine moderne pourraient vraiment s'associer pour pouvoir lutter contre les maladies non transmissibles. Et si l'Afrique arrive à utiliser son patrimoine, on pourrait arriver à 0 maladie non transmissible un jour. Ça nous inspire de voir qu'il y a des jeunes comme nous qui innovent, qui apportent un plus à la société africaine. Différents panels animés par le docteur Raymond Goudou Kofi et des experts en santé et en pharmacie du continent africain. Pour ces panélistes, la prévention constitue un élément essentiel dans la lutte contre les maladies non transmissibles. La plupart de ces pathologies peuvent être prévenues non seulement par le sport, mais également, surtout, par l'alimentation saine. Qu'est-ce que nous entendons par alimentation saine? C'est une alimentation sans excès. Éviter les excès d'huile, les excès de sel. Le forum Galien, qui existe depuis 2018, a 3 aspects. Le premier aspect, c'est le forum des jeunes.
cela permet de voir des jeunes innovateurs qui viennent parler de ce qu'ils ont inventé, mais ce que cela apporte, n'est-ce pas, à l'Afrique et plus particulièrement à leur pays. Cela permet également pour des investisseurs de les écouter et de les accompagner si cela est possible. Donc c'est une grande avancée. Pour cette 6e édition du Forum Galien Afrique, les universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Alassane Ouattara de Bouaké étaient représentées par les meilleurs étudiants en faculté de pharmacie et de médecine pour les 4e et 5e années. Une présence ivoirienne pour marquer la volonté du gouvernement à impliquer les jeunes dans cette lutte contre les maladies non transmissibles. Ouvrons le chapitre politique de ce journal. Kébé Mamadou est officiellement le président du Conseil régional du Boclé. Tête de la liste indépendante vainqueur des régionales du 2 septembre 2023, le nouvel élu entend tendre la main à toutes les sensibilités sociopolitiques et communautaires pour le développement de la localité. Michel Digré. Kébé Mamadou est le seul candidat indépendant à avoir décroché un siège de président de conseil régional au cours des élections locales. Toutefois, il veut fédérer toutes les énergies de la localité pour le développement de la région. Les deux camps qui se sont affrontés pendant les élections étaient assis dans une ambiance bon enfant et on était encadré donc par les garants donc de nos us et coutumes qui sont venus donner leur bénédiction. Et nous espérons que cette ambiance-là va régner sur le Boclé pendant 5 ans parce que le développement n'est possible que dans la paix et dans la tranquillité. Nous avons été élus sur la base d'un programme que nous avons présenté aux populations et nous allons nous atteler à mettre en œuvre ce programme. Faire en sorte que dans le hameau le plus éloigné du Boclé, les gens sentent que le président Alassane Ouattara est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Le ministre-gouverneur Philippe Légré et le nouveau maire de Sassandra Kakoumea souscrivent à cet appel. Nous sommes entièrement et foncièrement disponibles pour le développement vrai. Et nous sommes à l'image de son excellence Alassane Ouattara. Ils ont en cœur le président Ouattara. Et moi qui suis là, qui suis soldat du président Ouattara, je ne peux être que content. Député de Sago-Dapadou et président de conseil régional indépendant, mais très admiratif du leadership du président Alassane Ouattara, Kébé Mamadou tape-t-il à la porte du RHDP? Les jours à venir nous situerons à laisser entrevoir le staff du tout nouveau président du conseil régional du Boclé. Et justement, après la région du Boclé, direction le Poro, le nouveau conseil municipal de Karakoro a été installé par le préfet de la région. Thieba Tuo, nouveau premier magistrat de Karakoro, promet tout mettre en œuvre pour le développement de sa localité. Ami Sissoko. Karakoro, à 16 km de Korogo. Thieba Tuo, nouveau maire, est investi dans sa fonction. Après le bilan des 2 mandats du maire RHDP sortant Tuo Seriba, passation de charge sous la houlette du préfet de région André Ekponon. C'était en présence des autorités administratives, traditionnelles et population. Ce que nous attendons du nouveau maire, on attend le développement. Mais on a le problème d'antenne ici surtout. De l'antenne téléphonique. Maintenant, les rues, les voies là vraiment, on veut qu'on arrange ça pour nous. Thieba Tuo était le premier adjoint du maire sortant Seriba Tuo. Ce dernier, après 2 mandats, n'a pas souhaité se représenter. Il affirme qu'il part avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Le nouveau maire de Karakoro rassure la population qu'avec le soutien de ses 32 conseillers, il va œuvrer pour le développement de sa commune dans la fraternité et la cohésion sociale. Ma priorité, c'est le développement de Karakoro, il n'y a que ça. Et dans ça, il y a des actions qui sont inscrites. Par exemple, il doit faire un pont reliant 2 localités. Il y a le reprofilage que je compte reprendre. En plus de ça, il y a des centres de santé. Moi, il y a 2 centres de santé qu'on va mettre sur pied. Il y a 2 écoles, 2 bâtiments que je compte construire dans 2 localités. Donc vraiment pour l'heure, c'est les priorités. Candidat indépendant, Thieba Tuo est élu avec 52% des voix. Il est le 4e maire de Karakoro. Un autre maire installé, Kinapara Koulibaly, élu à la tête de la municipalité le 18 septembre 2023. Le premier magistrat de la commune de Fronan, dans le département de Katiola, entend s'investir pleinement pour le bien-être de ses administrés. Le reportage de Djeneba Ouattara est commenté par Soro Corona. Passation de charge entre Tio Gustave, le maire sortant, et Kinapara Koulibaly, nouvellement élu à la tête de la commune. Le nouveau maire reçoit également les attributs liés à sa fonction. Cette cérémonie de passation de charge, supervisée par le secrétaire général de préfecture de Katiola, s'est déroulée en présence des autorités administratives et des filles et fils de la localité.
Kinapara Koulibaly entend continuer l'œuvre de développement entamée par son prédécesseur. Je tiens d'abord à remercier toute la population pour la confiance qu'ils m'ont faite en m'élisant à la tête de la commune de Fronan et leur dire également qu'ils peuvent compter sur moi. Et moi également, je compte sur eux pour que tous ensemble, nous puissions travailler pour faire de Fronan une commune où il fait mieux vivre. Thio Gustave, maire sortant, félicite le nouveau maire et s'engage à accompagner la nouvelle équipe municipale. Des témoignages et hommages ont été rendus à l'ancien maire pour le travail abattu et son dévouement en faveur du développement de Fronan. Le secrétaire général des préfectures, Paulé Tia Eliane, représentant le préfet de Katoula, demande au nouveau conseil municipal d'œuvrer pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l'entente afin qu'il réussisse sa mission pour le bien-être des populations. Kinapara Koulibaly est le 5e maire de la commune de Fronan et il sera épaulé dans sa tâche par 4 adjoints dans sa nouvelle fonction. Un véritable soulagement pour les autorités ivoiriennes. Elles ont réussi à faire rentrer les 106 pèlerins qui séjournaient en Israël. Après plusieurs tentatives d'extradition, la dernière vague a pu effectuer son retour. Le point avec Franck Wadio. La joie d'être enfin chez soi. Les pèlerins ivoiriens revenus de la terre sainte du christianisme, Jérusalem, et là-bas la réalité israélo-palestinienne touchée du doigt. Les souvenirs sont encore vivaces et entremêlent chez Damoyen inquiétude et soulagement. Et ce, après avoir été bloqués plusieurs jours en territoire israélo-palestinien. On a eu chaud vraiment quand on était à Jérusalem. Ça n'a pas été facile. On voyait de partout les balles en tout cas qui traversaient. Les gens couraient de gauche à droite. C'était pas vraiment facile. Prière, supplication, mise à l'épreuve, la vie du chrétien, en somme, qui plus est à Jérusalem, cela a vraiment du sens. Ce pasteur raconte d'ailleurs les péripéties du dernier jour, le samedi. Alors que nous étions en territoire palestinien, on a pu sortir rapidement de Bethléem, c'est la grâce que nous avons eue. Et après Bethléem, on est allé se cacher dans un petit village appelé Taïbé. Et c'est un de nos guides qui est juif, qui est venu nous sortir de là parce que la rue où ça allait, on risquait d'être bloqué. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vite pour aller à Nazareth. C'est de Nazareth que nous avons pu prendre un car la nuit, le lundi nuit, pour nous rendre à Tel Aviv pour rentrer sur Turquie. La Palestine, Istanbul en Turquie via Tel Aviv, que d'émotions vécues par pèlerins et accompagnateurs, dont le journaliste de la RTI, Lassina Ouattara, envoyé spécial. Vu la situation d'urgence, avec l'annulation de tous les vols internationaux, il faut dire que la Turquie était le pays qui était le plus proche, mais qui desservait encore Israël. Et à partir de là, il y avait beaucoup de pèlerins qui venaient du monde entier et c'est en Turquie qu'ils atterrissaient. Donc ça a été difficile pour nous, on a passé, on va dire, 48 heures à l'aéroport d'Istanbul. 75 pèlerins arrivés ce jour et accueillis par le directeur général des cultes. Nous avons reçu instruction de tout mettre en œuvre pour que nos compatriotes puissent sortir de la zone dangereuse. Grâce à l'entre-gens de M. le Président de la République, nos autorités diplomatiques ont permis à nos pèlerins de sortir et de se retrouver en Turquie. Ils étaient en tout 106 pèlerins pris en charge par l'État ivoirien et tous rentrés sauf des pèlerins, malgré tout, unis en prière pour les peuples israéliens et palestiniens, des peuples dont le conflit ouvert fait aujourd'hui de plus en plus de victimes. Soyez la bienvenue sur la terre de vos ancêtres. Du sport, le parc des sports de Treichville à nouveau ouvert. Paul-Claude Danhaut, ministre des Sports, a réceptionné ce jeudi les clés de ce temple sportif. Fermé pour rénovation, le parc peut désormais accueillir des matchs de Ligue 1. Konaté Manglé et Patrick nous en disent un peu plus. Après les stades de Bouaké, Yamoussoukro et San Pedro, c'est au tour du parc des sports de Treichville d'être opérationnel. Ce jeudi, le ministre Paul-Claude Danhaut a réceptionné les clés symbolisant la réouverture de ce stade d'une capacité de 2700 places assises.
Des vestiaires de joueurs à la cabine de presse, en passant par les tribunes, jusqu'à la pelouse synthétique du parc des sports, tout a été passé au peigne fin durant 12 mois de travaux pour redonner au stade un visage rayonnant. Le ministre Paulin-Claude Dao a exprimé sa satisfaction de voir le parc des sports faire peau neuve avant d'annoncer un vaste programme de construction d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Nous allons continuer ce programme. Ça va être le stade de Bondoukou, le stade d'Abangourou, le stade de Daloa, le stade de Mans, le stade de Diéné. Donc c'est un vaste programme qui va se mettre en œuvre pour permettre aux équipes de retourner sur leur terre, de permettre aux équipes d'avoir de l'animation citoyenne dans toutes ces grandes villes. Rénové à hauteur de 637 millions de francs CFA, le parc des sports fait partie des 4 stades retenus pour abriter les rencontres du championnat de Ligue 1. Il recevra également des compétitions de rugby et de cyclisme. Et toujours en sport, le tirage au sort de la 34e édition de la CAN 2023 a livré son verdict ce jeudi 12 octobre au Parc des Expositions à Abidjan. La Côte d'Ivoire, pays hôte logé dans la poule A, a pour adversaire la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Arsène Kwasi. Les 24 nations qualifiées connaissent désormais leur adversaire en phase de poule de la CAN. Pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Éliminés en 8e de finale lors de la précédente édition, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à cœur de faire mieux pour espérer décrocher une 3e couronne continentale. Les champions d'Afrique 92 et 2015 seront opposés aux Bissau-Guinéens pour le match d'ouverture au stade Alassane Ouattara de Bimpe avant d'en découdre avec le Nigeria et la Guinée équatoriale. Pour accéder au second tour, les poulains de Jean-Louis devront occuper l'une des 2 places qualificatives Poule A. Pour rappel, la 34e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique est prévue le 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce samedi 14 octobre le match Maroc, en match amical au stade Félix Houphouët-Boigny ici à Abidjan. Les 2 sélections sont en préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en terre ivoirienne. Cette rencontre avec les Lions de l'Atlas sortis demi-finale lors de la précédente CAN constitue un véritable test pour les pachydermes ivoiriens. Rappelons que les matchs de la 34e édition de la CAN auront lieu à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, tous derrière les éléphants. Après le sport, place à l'actu inter avec Angela Diallo. Le nouveau président du Sénat malgache est connu. Il s'agit du général Richard Avalo-Manana. À peine officiellement investi sénateur hier 12 octobre, le général a été élu ce matin à l'unanimité. Cette élection survient au lendemain de la destitution de l'ex-président de l'institution. Un jeune homme âgé d'une 20aine d'années a poignardé plusieurs personnes au lycée Gambetta, en plein centre de la ville d'Arras, dans le nord de la France. Un enseignant est mort, 2 autres personnes ont également été blessées ce vendredi 13 octobre. L'assaillant, interpellé par la police, était sous surveillance et avait été contrôlé la veille sans qu'aucune infraction ne lui soit reprochée. Ce vendredi, des milliers de Palestiniens se sont réfugiés vers le sud de la bande de Gaza. Cela fait suite à l'avertissement de l'armée israélienne d'évacuer le nord de Gaza dans les 24 heures. En retour, le Hamas avait rejeté tôt ce matin cette décision d'Israël. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée à tous.